On va voir les bases de l'administration. Pour débuter avec Linux, bah, il faut connaître un petit peu hein, et avoir la prise en main. Donc, on va voir un peu comment obtenir Linux, les bases du système de fichiers Linux et comment fonctionnent les processus Linux. Donc, pour démarrer, bah, il faut télécharger une distribution Linux, hein, Red Hat Enterprise, Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS, Cumulus Linux, ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il faut prendre une image i386 32 bits ou une image AMD 64 bits si vous avez un processeur 64 bits. Il y a de fortes chances que ça soit un processeur 64 bits, donc vous prenez une image AMD 64. Ok, AMD, ne vous basez pas, ça marchera aussi sur le nom, enfin ne vous basez pas sur le nom, ça marchera aussi sur un processeur Intel. Ok, donc choisissez la version que vous voulez. Nous, on va aller récupérer, il y en a deux. RTOS, ok, vous allez là-dessus. Alors, selon les goûts, vous allez dans Download, vous prenez la Security Edition, ok, si vous voulez faire un peu de hacking, sinon vous prenez la normale. Et si vous avez un ordinateur peu puissant, prenez Mate 1. Si vous avez un ordinateur très puissant, utilisez KDE, ok, vous le récupérez soit en torrent, soit en download. Vous allez le télécharger et après, je vous mettrai en description comment l'installer, hein, donc soit dans VirtuaBox, soit dans VMware. C'est pas très compliqué de se créer une machine virtuelle. Vous avez plein de tutos aussi sur Google, sur YouTube, pardon. Donc ça, c'est pour Parrot et pour Kali. Pareil, même bail. Vous le récupérez là. Ok, download. Hop. Vous prenez la version bare metal. Ok. Si vous voulez le faire tourner dans un Docker, LXD, c'est là. Virtual Machine déjà préparé, mais honnêtement, autant se créer directement à partir du bare metal. Vous prenez la weekly, comme ça il y aura moins de mises à jour à faire. Sinon, vous prenez celle-ci, installer. Ok. Donc voilà, quelle est la différence? Bah, la weekly, elle est mise à jour toutes les semaines. Ok. Donc là, elle aura été mise à jour, je sais pas quand, on va voir le repo. Ça a été mis à jour le 6. Ok, on est le 9. Donc voilà. Prenez bien ce que je vous disais, l'AMD 64 ISO, pas ARM. ARM, c'est pour les téléphones, ok? Et i386, c'est pour les processeurs 32 bits, ok? Donc le plus simple, si vous êtes quoi, sous Windows, vous allez là-dedans, ok? On va aller là-dedans, on va aller dans Système, ok? À propos de, et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, pop, 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 processeur, ok? Quel type de système? 64 bits. Si c'est du 64 bits, il n'y a pas à chier, comme on dit chez moi. AMD 64, vous prenez celle-ci. Ok? Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Linux, on peut l'exécuter dans le cloud via un serveur physique. Ok? J'ai des serveurs sur le cloud où j'ai mon Kali Linux qui est préinstallé, hein. Après, à partir de mon portable, je peux me connecter sur le cloud ou de n'importe quel ordinateur d'un client, etc. Je charge, hein, et je peux me connecter à mon Linux à distance. Ok? Utiliser des outils, héberger mes dictionnaires, etc., etc. Là, vous allez faire sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Donc c'est la meilleure façon pour commencer à apprendre Linux pour la première fois. C'est de l'exécuter dans une machine virtuelle. Alors, avec une VM, vous pouvez exécuter Linux dans votre système d'exploitation Windows ou Apple macOS existant à l'aide des outils de virtualisation. Je vous conseille VMware, hein, qui est un peu plus patate, on va dire, que VirtuaBox. Mais si jamais vous avez des complications, n'utilisez ni VMware Workstation ou Fusion, mais utilisez VirtualBox. Ok. Sur le Discord, je vous avais mis des clés pro de VMware. Ok. Allez les chercher, il y a deux clés qui sont valides. Sinon, bah, vous utilisez Linux en tant que machine physique, hein. Dans ce cas-là, il faudra faire du dual boot, désactiver le secure boot dans votre BIOS, sinon vous ne pourrez pas booter à partir de la clé USB et de l'installer, hein. Ou vous pouvez l'installer directement sur une clé USB et le lancer à partir de la clé USB pour tout faire sur la clé USB, hein. Ça sera un système virtuel à partir de la clé USB, mais ça ne sera pas une VM. Comment faire ça? Euh, Choper Etcher, récupérer l'ISO, ok? Vous récupérez Etcher,
Et Etcher va vous permettre, via une clé USB, hein, donc il faut avoir assez d'espace. Et après, c'est extrêmement simple hein, pour faire une clé bootable. Voilà, tout est là. Vous chargez l'ISO, hein, vous cliquez dessus. Ensuite, il vous dit, bah, choisis une clé USB. Vous choisissez votre clé USB que vous avez mis dans le port USB. Et ensuite, vous faites flash. À partir de là, il va créer pour vous une clé bootable Kali Linux ou par OS. Ok. Ensuite, vous allez dans votre BIOS, vous trouvez l'option Secure Boost, vous désactivez le Secure Boost et ensuite vous vérifiez, je sais pas, c'est F10, F2, F11, F12, ça dépend vraiment des marques de PC et ça va vous permettre de booter hein, à partir de l'USB. Vous bootez à partir de l'USB, vous arrivez sur le groupe, le menu de démarrage de Kali ou de ParrotOS et vous faites live CD, ok? Live CD, ça va, enfin, si vous faites une clé bootable, il va la démarrer automatiquement, comme si c'était une vraie machine, hein. Sauf que bah, ça charge à partir de l'USB, donc ça peut être un peu plus lent. Typiquement, à moins que vous ayez une très très bonne clé USB qui peut être extrêmement rapide. Ok, mais les clés USB bas de gamme seront très très lentes, donc voilà, faut être patient. L'avantage c'est que vous n'écrivez rien sur le disque, hein. Vous n'avez pas besoin de créer une partition pour faire du dual boot. Vous n'avez pas besoin de créer une VM. À vous de voir. Il y a trois possibilités. Soit vous utilisez une clé USB, vous bootez dessus, soit vous l'installez sur une seconde partition ou un autre disque dur, dual boot, soit vous faites une VM, qui pour moi est le plus simple. Mais la VM demande plus de performance, hein. Si vous avez des petits PC, je vous conseille soit du dual boot, soit d'utiliser une clé USB. Continuons. Donc après, hein, si vous êtes riche, le plus pratique encore, bah, c'est d'exécuter Linux hein, dans une machine virtuelle, dans le cloud public, via Amazon Web Service, hein, donc AWS ou Microsoft Azure. Donc, je vais vous éviter hein, les étapes d'installation. Je vous avais fait des vidéos comment installer une VM. De toute façon, il y a plein de tutos. Honnêtement, ça devrait pas être compliqué de trouver un tutoriel qui vous aidera. Donc, ensuite, il faut définir. Qu'est-ce que le CLI et la GUI hein? La CLI, c'est quoi? C'est la ligne de commande, hein? Command line. La GUI, c'est la Graphic User Interface, interface utilisateur graphique. En gros, Linux peut être administré soit via une interface utilisateur graphique, soit via une interface de ligne de commande. La plupart des utilisations directes de Linux par les consommateurs, des individus, j'ai envie de dire, se font via une interface graphique, hein. Vous allez être à l'aise et ça sera beaucoup plus simple, ça ressemblera à Windows, hein. Quand vous êtes sur votre téléphone Android, vous avez une interface graphique. Quand vous utilisez un bureau Linux, alors je vous disais, je vous parlais de Mate, il y a XFCE, il y a KDE, hein, c'est plusieurs bureaux pour Linux. Après, c'est simple, vous pouvez utiliser votre souris, sinon tout se passera en ligne de commande. Donc comment je peux me connecter à Linux hein? Étant donné que la plupart des administrations Linux sont effectuées à l'aide d'une ligne de commande, vous pouvez vous connecter à Linux soit sur la console de la machine de l'autre Linux, soit en vous connectant à distance au serveur Linux via un réseau. Si c'est sur le cloud, ça sera uniquement via le réseau. Donc pour une nouvelle installation, vous vous connectez généralement à la console pour installer les packages système, puis configurer les utilisateurs initiaux avec les mots de passe et un accès au réseau. La plupart des serveurs Linux sont configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter via le réseau à l'aide du SSH, le Secure Shell, un protocole de communication chiffré. Donc SSH, c'est une alternative sécurisée au Telnet, hein, qui est non sécurisée, qui était utilisée dans le passé. Avec SSH, votre client SSH se connecte au serveur SSH, c'est client-serveur, hein, au niveau de l'autre Linux, où vous vous connectez avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va voir comment on se connecte en SSH. Donc les clients SSH, vous en avez partout. Sous Windows, maintenant, vous pouvez le faire nativement, mais avant, on utilisait PuTTY, hein, P-U-T-Y. Et si vous êtes sur Mac, vous avez déjà dans l'application Terminal SSH qui est intégrée. Si vous êtes sur un appareil mobile, eh ben, allez voir sur votre store, hein, soit Google, soit iOS, Apple, et vous devriez avoir plein d'applications qui vous permettent de vous connecter en SSH. Donc, l'établissement d'une connexion va
permettre de se connecter via un client SSH, hein, par exemple un Mac, un Windows ou un Linux à un autre système Linux. Donc typiquement, c'est ce que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On tape SSH parce qu'on veut initialiser la communication SSH. On tape le nom de l'utilisateur. Ici, c'est Cumulus. Ensuite, on sépare par un arrobase et on donne l'adresse IP de la machine à laquelle on veut se connecter. À partir de là, il vous demande si vous voulez autoriser la clé. Vous dites tout le temps yes, oui. Après, il y a le mot de passe de Cumulus qui apparaît, que vous devez taper. Et une fois que vous avez tapé le bon mot de passe, vous êtes authentifié au sein du système. Là, on voit bienvenue dans Cumulus. Cumulus était une appliance virtuelle, blablabla, blablabla. Donc ça, quand vous voyez un message, hein, c'est ce qu'on appelle un MOTD. MOTD, c'est en gros le message par défaut, la bannière qu'on peut charger. Vous pouvez le modifier sur Linux. C'est des messages que peuvent laisser les utilisateurs. On appelle ça le message of the day. Un message du jour, c'est un message qui est envoyé via un logiciel client lors de son identification sur des serveurs. Ça peut être du SSH, de l'IRC ou du FTP. Donc vous pouvez personnaliser ça sans problème. Là, on a personnalisé justement le MOTD de Cumulus. Ensuite, retenez cette syntaxe, SSH, arrobase, adresse IP ou un nom d'hôte. Vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse IP. Mais si c'est un nom d'hôte, il faut que le nom d'hôte soit résolu dans quoi? Dans ETC, il y a un fichier host qu'il va falloir modifier. Donc, on va revoir un peu le principe de nom d'utilisateur et de mot de passe. Vous vous demandez peut-être d'où viennent ces noms d'utilisateurs et de mots de passe. Le nom d'utilisateur, super utilisateur sous Linux, vous le savez, il s'appelle le root, car c'est le seul utilisateur qui peut modifier le répertoire racine. Lors de l'installation, l'utilisateur root est créé et vous pouvez sélectionner un mot de passe. D'ailleurs, sur Kali et Parrot, je vous conseille de faire un sudo passvd root pour pouvoir le modifier. Sinon, vous l'avez par défaut et c'est jamais bon de le laisser par défaut. Après installation, les administrateurs peuvent utiliser le compte utilisateur racine et les commandes de gestion de compte pour créer de nouveaux utilisateurs avec les mots de passe associés pour les activités normales des utilisateurs. Encore un conseil, utilisez sudo et ne passez jamais en route, utilisez tout le temps sudo. Ou à l'inverse, il y en a qui préfèrent ne pas utiliser sudo, utiliser un compte sans droit, entre guillemets classique, pour les opérations quotidiennes, et passer en route, faire les choses importantes d'administration. Alors, comment je peux savoir quel type de Linux j'utilise? On va voir ça ensemble. Donc, commande de base déjà, c'est uname-a pour savoir de quoi on parle. Il me dit, écoute, t'es sur un Linux, toi, ton hostname de ta machine, elle s'appelle scriptkiddie, ok? Voilà ton Kali, AMD 64 bits, donc c'est une version 64 bits, c'est Kali 3 en version 5.15.0, c'est un Debian, et voilà, il nous répète les informations, et il nous donne l'architecture. Donc on voit qu'on récupère pas mal d'informations, ça c'est le premier truc. On peut utiliser quoi aussi? On peut utiliser hostnamectl pour... alors hostname c'est scriptkiddie, on l'a vu là, et je peux lui rajouter ctl. Voilà. Donc, il me dit, écoute, ça a l'air d'être une VM. Voilà l'ID, voilà le boot ID, virtualisation ou VMware. Donc, écoute, t'es sur une machine virtuelle. Donc ça peut être intéressant aussi quand vous faites de la reconnaissance. Là, vous allez savoir que, ouais, vous êtes sur une putain de machine virtuelle. Il va falloir s'échapper de la machine virtuelle. Je vous disais les techniques de détection des malwares qui cherchent constamment à savoir s'ils sont dans des environnements isolés, virtualisés, dans des prisons, des jails, comme on les appelle. Et le but, nous, pour un attaquant, ça va faire de faire du jailbreaking. Mais jailbreaking, c'est pas uniquement pirater vos téléphones pour pouvoir installer des applications gratuites dessus. Le jailbreak, à la base, c'est s'échapper de cette compartimentation, de cette isolation, au sens propre. Donc,
On voit que Hostname CTL, je vais y arriver, nous donne plein d'informations système, l'ID de la machine, l'hyperviseur de virtualisation, si s'il y est, hein, là, en l'occurrence, il y est, c'est VMware, le système d'exploitation et la version du noyau Linux. D'accord? On a notre kernel, hein, Linux 5.15, un peu comme ce qu'on a vu ici. D'accord? Donc on récupère toujours plusieurs façons de faire. D'accord? Donc, où c'est que je peux trouver des choses, hein? On a un système de fichiers qui possède, eh ben, c'est comme un classeur, hein. Il possède, il permet de stocker et de récupérer des données. La plupart des systèmes de fichiers utilisent le concept de répertoire également appelé dossier, hein, et de fichiers stockés dans les répertoires. Bah, dans Linux, c'est pareil, un peu comme sous Windows, hein. Je vous ai dit, tout est structure de dossier et surtout tout est fichier, même le matériel. Alors ça peut être un peu déroutant au début, après vous allez voir que c'est extrêmement simple. Si vous débutez avec Linux, vous vous demandez peut-être comment le système de fichiers de Linux se compare à quelque chose de familier comme le système Microsoft, Windows. Sous Windows, on a l'habitude de parler en tant que lecteur, hein. Généralement, moi là, je fais ça, d'accord? Mais par défaut, sous Windows, il va vous dire, écoute, t'es sur ton C, hein? Bah là, il y a rien, hein. Là, je suis à la racine, voilà, je suis aux routes, hein. Donc au début, c'est un petit peu déroutant. Vous savez que le C, c'est le point le plus élevé, hein, d'un volume de stockage. Linux, lui, représente le niveau le plus élevé du volume par la racine, hein. Ce que vous voyez là, c'est la racine. C'est mon slash. D'accord? Donc, le système de fichiers Linux, il peut également s'étendre sur plusieurs disques physiques, hein, qui font tous partie de la même arborescence. Là, ça peut être un disque dur, hein, mes arborescences, mais je peux l'avoir sur 90 disques durs différents. Ok? C'est pas un problème. C'est pour ça que je vous ai dit au début en introduction, il va falloir perdre des habitudes que vous avez, hein. Je veux aller sur mon C, je fais ça. Et il va me dire C deux points, écoute, je comprends pas. Ah, je vais aller sur mon D, et il va te dire, hey Coco, t'es en train de fumer la moquette. T'es sous Linux. On s'en fout de ton C, ton D, ton E, ton F, ton X. D'accord? Donc, pensez que le point le plus élevé du système de fichiers Linux, c'est la racine, avec tous les autres répertoires qui se ramifient dans l'arborescence. Typiquement, je vais vous mettre une illustration, mais c'est exactement ce principe, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un tri. Comment on peut faire un tri, que vous compreniez bien? Donc là, j'ai installé tri, et c'est pour vous montrer, en fait, hein. On voit l'arborescence qui est totalement folle. Bon, on va pas continuer pendant des heures, mais vous l'avez compris. Ok? C'est ce principe d'arborescence. Qu'est-ce que bah, je vais dans mon home. J'ai quoi? J'ai Saltimbanque. Là, je peux faire un tri. Voilà, hein. Je vois 3350 répertoires et 29 622 fichiers dans mon home dir, hein. Et j'ai tout, hein. Je vois la structure hiérarchique, ce principe d'arborescence. Et Honeypot, Leak Database, Default Credential, hein, je récupère tout ce que j'ai. Donc tri est pas mal, vous pouvez le faire aussi avec le ls si vous voulez, hein. Donc on voit qu'on récupère beaucoup d'informations aussi cette structure d'arborescence, hein. Mais ça, c'est pas propre au système de fichiers, j'ai envie de dire Linux, hein. Vous l'avez aussi sous Windows, sauf que ça part à partir du C2. Vous l'avez compris. Donc si on revient là-dedans, vous voyez que ça c'est l'architecture typique, hein. Vous retrouverez tout le temps ça sur un Linux, ni plus ni moins. Alors certains fichiers peut-être n'y seront pas, mais vous retrouverez bin, boot, dev, etc, home, lib, lost and found, media, mnt, opt, proc, root, sys, srv, user, var, tout ça vous le retrouverez, hein. Donc il y a quelques petites commandes que vous devez connaître, hein. On a quoi?
On a quoi? On a PWD, hein? Print Working Directory. Donc, imprime-moi à l'écran le répertoire de travail. Là, il me dit quoi? Il me dit, écoute, Coco, regarde, t'es là-dedans. Et puis, bah, tiens, voilà. Donc là, on voit tout le temps que le shell, il se compose par quoi? Mon nom d'utilisateur, ensuite le hostname de la machine et l'endroit où je suis. Je peux utiliser, je vous l'avais déjà montré, ça, et je peux faire quoi? Je peux faire un CD, qui veut dire Change Directory. Et là, il me dit quoi? Il me dit, écoute, t'es passé dans la vaguelette. La vaguelette, c'est quoi? C'est mon home dir, home saltimbanque. Si je retourne à la racine, si je fais cd home saltimbanque, je vous l'avais déjà montré, c'est la même chose. Donc pensez à utiliser les raccourcis. Ça sera tout le temps votre home. Vous pouvez vous en servir dans les scripts, ok? Ou quand vous faites des copies, imaginons que je veux copier Toto. Toto, je veux le copier vers quoi? Vers, ouais, à la racine, il y a mon home. Et dans mon home, il y a saltimbanque. Ça, c'est une possibilité. OK? Donc, je copie le fichier Toto dans Home vers Home Saltimbanque, hein. Et bon, là, ça marchera pas parce que je suis déjà dans mon Home, mais d'un autre endroit. Vous l'avez compris. Sinon, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, je peux lui dire tout simplement ça. Je peux lui dire ça. Hop, hein? Ou je peux lui dire ça. Ça marchera aussi. D'accord? C'est-à-dire, là, tu me copies dans mon home. Voilà. Toto, tu me le mets dans le home directement. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de faire notre tile, la vaguelette, que de taper home saltimbanque, quoi. Vous allez perdre du temps. D'accord? Donc, il y a des petits trucs à savoir. Hein, ça, c'est quoi? Ça, c'est un fichier caché. Hein. Je vous l'avais déjà dit, tous ces fichiers-là. Donc, ça, c'est les arborescences cachées. Ça, c'est les fichiers cachés. Hein. Quelle est la différence? Eh ben, ça, vous pouvez le vérifier. ls moins quoi? Moins L pour avoir les métadonnées de quoi? Bah, par exemple de wget, h et ss. Ok? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, euh, on voit qu'on a quoi? On a des fichiers cachés et on a des répertoires cachés. Hein. Là, ça, c'est un dossier caché. Comment je le sais? Là, il y a écrit directory. J'ai pris wget. Il est où mon wget? HTS, ok. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Écoute, là, tiret, hein, donc première, soit c'est un tiret, ça veut dire que c'est un fichier caché, soit c'est quoi? C'est un D, donc c'est un répertoire caché. D'accord? Quand ça commence par un point, c'est caché. C'est l'équivalent des fichiers cachés que vous avez également sous Windows. Hein. Et à ne pas confondre, ça aussi, hein, quand on fait des copies de fichiers, on les déplace et tout. Un point, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le répertoire courant. Ça veut dire que je veux écrire dans mon home. C'est mon work dir. Hein, c'est mon working directory. Donc là, ça sera saltimbanque. Ok? Pourquoi je sais ça? Bah parce que je suis dans ce home saltimbanque. Hein? Si je fais pwd, je suis dans home saltimbanque. Par contre, si je fais quoi? Si je dis ça, là, ça va faire quoi? Ça veut dire que je veux travailler dans le root. Hein. Pourquoi? Bah parce que là, je suis plus dans home saltimbanque, je suis dans le root. Donc quand je mets un point, hein, typiquement, c'est pour, par exemple, je veux copier de quoi? Je veux copier à partir de mon home, il y a Arsenal. Hein, il y a un répertoire Arsenal et je veux le copier à la racine. Eh ben, je vais faire point. Hein. Je vais pas m'amuser à faire ça. Enfin, je pourrais, ok? Mais c'est une perte de temps. Je fais un point, ouf, c'est pareil. Là, vous allez me dire, ouais, en gros, on s'en fout, c'est un caractère. Ouais, mais prenez l'habitude d'utiliser les points. Hein. Les points, on s'en sert souvent aussi pour se balader. Hein. Là, je sors de un, mais je peux sortir aussi de 2. Hein. Je peux sortir de 2 et je peux aller aussi dans quelque chose. Hein. N'oubliez jamais ça. Par exemple, quoi? Là, je vais aller dans Home, saltimbanque, d'accord? Ça, pas de souci. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire CD point point, CD point point. Je vous l'ai déjà expliqué. Là, j'arrive à nouveau sur le route. Ok. On retourne dans mon Home. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire CD point point, point point. Hmm.
je suis à nouveau à la racine. D'accord? Ça marche aussi. Ça, les points slash, vous allez les utiliser tout le temps. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans tac, 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 quoi? Home, saltin, ok? Ces deux-là, si vous les mettez avant, vous pouvez pas sortir au-dessus du root, ok? Donc en fait, c'est comme s'il servait à rien. Lui, il dit, ah, ok, t'es à la racine, tu vas dans Home, et il y a saltimbanque. Et je me retrouve dans quoi? Dans Home saltimbanque, ok? Donc en fonction de comment vous les mettez, ça peut être super important. Hein. Je vais vous montrer un autre exemple. Quand vous vous baladez, ça vous fera gagner un temps fou. Je m'explique. Je vais dans téléchargement. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans téléchargement. Mais j'ai envie de sortir de téléchargement et d'aller dans Arsenal. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire CD Arsenal? Mais non, je peux pas parce que je suis dans téléchargement. Par contre, je peux faire CD. Écoute, tu sors de téléchargement et tu vas dans Arsenal. Ça, il comprend parfaitement. Je suis bien dans Arsenal. Ou donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait les chemins relatifs. C'est relatif par rapport à l'endroit, par rapport à mon working directory. Hein. Par contre, on peut mettre le chemin absolu. Je reprends, je veux sortir, là je suis en relatif. Là je suis en relatif. Pourquoi, comment je sais que je suis en relatif? Parce que déjà je lui mets des points. Je mets pas le chemin absolu. Le chemin absolu, c'est ça. Là je suis dans téléchargement, je veux aller dans un chemin absolu qui s'appelle quoi? À la racine, pomme, saltimbanque, arsenal. Ça, il comprend. Pourquoi il comprend? Parce que j'ai pas besoin de lui mettre les deux points, de lui dire de sortir, parce que je lui donne un chemin absolu. Ok? Donc vous avez toujours plusieurs façons de faire, mais ça, c'est le premier truc qu'il faut comprendre. Hein. Ça va permettre de se balader. Donc on a quoi? On a PWD qui m'indique où je suis. J'ai ls qui m'indique les fichiers classiques. Hein. LSA, les fichiers cachés également. Ok. ls-là, je vous conseille les métadonnées et les fichiers cachés. Hein. Et pareil, après vous voyez que ça je vous ai déjà expliqué, mais on compte en kilo-octets. C'est pas très agréable. Donc ce que vous pouvez faire, hein, un peu comme sous Windows, on va faire quoi? On va faire, allez, casse-toi s'il te plaît. Voilà, on va faire un LA et H. H comme Human Readable. Hein. Là, il vous l'indique le cas. 1014K, hein, 4,3 mégabytes, 3 gigas, 3 Tera, etc., etc. C'est beaucoup plus facile à lire si vous n'êtes pas expérimenté. Hein. Donc, typiquement, prenez cette habitude. Et ce qui est bien, sous Kali, sous Parrot, on a des alias. Les alias, ça me permet par contre, par exemple, je fais là. Là, c'est quoi? Ah, ça ressemble furieusement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au bash? Enfin, là, c'est ZSH. On lui a dit, écoute, je t'enregistre la commande LA, et dès que je tape LA, en fait, j'ai envie que tu me fasses LS-. Hein. Donc, vous voyez que c'est extrêmement utile, les alias, on verra plus tard, parce que vous allez pouvoir vous créer des alias et arrêter de taper des commandes. Hein. Je veux quoi? Je veux un ls-l, mais je peux faire beaucoup plus vite. Je peux faire l'alias LL. Exactement la même chose. Hein. Et vous voyez que LL, c'est beaucoup plus rapide que faire ls-l. D'accord? Donc ça, c'est le principe d'alias, mais on verra plus tard. On a CD. CD, c'est Change Directory. Tu me changes de d'endroit, de répertoire. Ok? Il y a quoi? Il y a RM. Hein? Donc ça, c'est pour remove, hein, supprimer les fichiers. Et si vous voulez supprimer un dossier, on a quoi? On a rmdir, comme remove directory. Ou vous pouvez faire un rm-r récursif et force F. Ça aussi, c'est comme si vous faisiez un rmdir. C'est pareil. OK? Et si on veut créer un dossier, on va faire un make mk-dir, mk-directory. Je veux créer quoi? Un fichier Toto. Alors, il me faut les droits, élévation de privilèges. OK? Vous voyez que pour les opérations importantes, vous devrez tout le temps utiliser sudo. OK? Je ne peux pas créer
le répertoire Toto, la permission est non accordée. Donc je fais sudo pour passer root le temps de faire l'opération. Ok? Sudo mkdir Toto, là ça passe. Il existe. Il existe, je viens de le créer. Il est où mon Toto? Il est là. D'accord? Si je fais un quoi? Si je fais un ll Toto, ok? Il n'y a rien dedans. Mais ls, sur quoi? Sur Toto, pareil. Ok? Donc ça, il y a moyen. Et je peux quoi? Je peux le supprimer. Je vais faire un sudo. On a vu quoi? Remove directory Toto. Ok? Mais je vous ai dit, ça marche aussi parfaitement. Je peux faire un sudo rm rf. Alors voilà, si vous oubliez le R, imaginons ça. On oublie le R. Donc, vous voyez, tabulation aussi, hein. Pensez à faire tabulation, l'autocomplétion. Ça, c'est un fichier, c'est en vert. Ça, c'est en bleu, c'est un dossier. OK? Et là, j'ai les droits, hein, donc, les codes couleurs, vous allez les apprendre. Mais grosso modo, si c'est bleu, c'est un répertoire. Si c'est blanc, c'est un fichier classique, hein. Si c'est vert, vous avez les droits, hein, de lecture, d'écriture dessus. D'accord? Sinon, vous l'avez le droit qu'en exécution ou en lecture. Donc, à voir. On verra les droits plus tard. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos d'ailleurs. Mais voilà, hein, c'est vraiment les bases, les bases, les bases, les bases. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, si on teste ça, Toto. Qu'est-ce qu'il me dit? Impossible, c'est un dossier. Donc là, je lui dis récursif. Récursif, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le répertoire et tu vas supprimer tous les sous-dossiers, tous les fichiers qui sont présents dans Toto. Là, il me dit OK, pas de problème. Et en effet, Toto a disparu, le répertoire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les bases, hein. On va faire un petit exercice facile aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire... euh, Donc comme je vous disais, hein, si on reparle à racine, ls, c'est le programme de base. Et vous allez voir qu'en fait, c'est des scripts, hein. Un script, en fait, c'est une commande évoluée, hein, mais en fait, c'est un script. Toutes les commandes, toutes les commandes ls sont des scripts. Ok? Alors, si je vais par exemple dans user, on a quoi? On a bin, on a quoi? LMNOP, c'est ça, hein? Incroyable. On a notre copine ls. Ok? Donc dans userbin, déjà, vous avez tous les outils, hein, que vous utilisez au quotidien, les commandes que vous allez utiliser. Si je fais un cat ls, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est un binaire, bien sûr statique, hein, qui a été compilé, mais ce programme, en fait, à la base, c'est un script, hein. C'est un script qui a été compilé, et maintenant, c'est quoi? C'est un fichier ELF classique, un binaire statique, ELF 64 bits. Ok, exécutant. D'accord? Mais vous verrez que, en fait, tout est commande, tout est fichier. Et vos commandes, ce sont des scripts. On verra plus tard le principe de script. Mais où je voulais en venir, c'est qu'on utilise des indicateurs, des commutateurs, hein. En bon anglais, on appelle ça des flags et des switches, hein. Donc les flags, c'est les indicateurs, les switches, c'est les commutateurs, hein. Après, on utilise généralement les termes en anglais. D'accord? Donc par exemple, pour répertorier tous les fichiers, les dossiers du répertoire actuel, je vous ai dit on peut utiliser ls, mais je viens de vous le montrer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire justement, je lui mets là, hein. Ce format de liste longue vous montre ensuite chaque fichier répertoire, les autorisations, les droits d'accès pour chaque objet et le nom d'utilisateur que possède l'objet root, le nom du groupe du propriétaire, encore une fois root, ok, et la taille du fichier, la date, l'heure de la dernière modification, hein. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, ni plus ni moins, ok.
Donc, vous pouvez vous amuser, mais ce qu'il faut retenir, hein, grosso modo, je retourne à la racine, on a quoi? On a bin, ok? Bin, has-been, d'accord? On a également quoi? Dans user, il y a quoi? Il y a bin et il y a has-been. C'est quatre répertoires, c'est où sont stockés les programmes exécutables. Retenez bien ça. Ensuite, on a le dev. À la racine, on a quoi? On a dev, hein? C'est des devs. Voilà. Dans dev, on a quoi? C'est les fichiers qui représentent les périphériques matériels, hein, où elles sont stockées. Par exemple, votre système Linux, il y a un lecteur de disquette. Il aurait un fichier FD0. OK? On voit le FD, mais je l'ai pas monté, hein. On a le FB0, mais on n'a pas de FD0. Donc, à mon avis, c'est celui-ci. OK? Donc, comme tout est émulé, tout est fichier, eh ben, vous voyez que eh ben, en effet, on a quoi? On a tous nos périphériques. Et ce sont quoi? Ce sont des fichiers. Ce sont uniquement des fichiers. Alors au début, ça peut être un peu déroutant, mais vous voyez que il y a un petit C. Le petit C, je vous en ai pas encore parlé, mais justement, c'est pour vous dire que ce sont quoi? Ce sont des périphériques, hein, par opposition. C, R, W. Hein, je vous ai dit quoi au début? Je vous ai dit D, c'est un répertoire, et euh, L, c'est un lien, link, hein, je vous en ai déjà parlé, et on a le petit tiret comme ça, s'il est au début, c'est un fichier. D'accord? Donc le C, hein, je vous retenez bien ça, c'est ce qu'on appelle un caractère device, hein. C'est-à-dire que les périphériques transfèrent de la donnée, hein, en tant que bytes, octets, ou en tant que bits, hein, c'est-à-dire des 0 et des 1, et c'est ce qui permet de faire fonctionner votre souris, c'est ce qui permet de faire fonctionner votre écran, c'est ce qui permet de faire fonctionner vos haut-parleurs, hein. Donc ça, c'est les C. Et après, parfois, vous allez voir les B. Les B, c'est les block device. Alors là, je crois pas qu'on en est. Non. Ah si, voilà. Voilà. SDA, SDE. Ça, c'est nos disques durs. Les block device, les B par opposition, ce sont des périphériques qui transfèrent la data, la donnée par bloc, hein, en tant que donnée, et ça peut être soit de l'USB, soit ça peut être des disques durs. Là, SDA, SDA1, c'est exactement mon disque dur. OK? SDA, c'est la partition, OK? Et sur cette partition, j'ai un volume. Le volume, c'est SDA1. OK? Sur une partition, j'ai plusieurs volumes. Je peux avoir plusieurs partitions, plusieurs volumes dans chaque partition. D'accord? Mais les volumes ne peuvent pas exister sans la partition. Par contre, vous pouvez avoir des partitions sans volume qui sont montées dessus. Mais ça, on verra plus tard. Ok, donc retenez ça bien, les caractères device et les blocs device. Ok, il y en a, c'est vraiment tous les autres équipements, et les blocs device, c'est essentiellement le stockage. USB, disque dur distant, disque dur interne ou virtuel. Là, c'est une machine virtuelle. D'accord? Donc vous trouverez ça. Non, mais je ne vais pas développer, mais euh, grosso modo. Je vous ai dit, tirer, c'est un fichier, on ne peut plus simple. B, c'est le bloc special file, hein, c'est ce que je vous disais, c'est généralement tout ce qui est attrait au disque dur. Le caractère special file, justement, ça c'est tout ce qui est périphérique, ok? Le grand C, c'est de la data contiguë, hein, donc c'est ce qu'on appelle de la high performance, performance élevée. Les D, dès que vous voyez un D, eh ben, c'est un répertoire. Un grand D, ça veut dire là-dedans, hein, mais ça c'est sur Solaris. Le L, c'est un link. Le link, très simplement, pour faire l'analogie avec Windows, c'est comme vos raccourcis sous
le bureau Windows. Sur votre bureau, vous avez plein d'icônes. Ces icônes, ce sont des links, ce sont des liens symboliques, hein. Donc on a deux types de liens sous Linux. On a des liens symboliques et on a des liens relatifs, hein. Techniquement, qu'est-ce que ça fait? Lien symbolique, je stocke par exemple un fichier Toto dans un des dossiers, hein, du système de fichiers, et dans un autre endroit du système de fichiers, par exemple, sur le bureau de l'utilisateur, je crée un lien symbolique. Le lien symbolique, c'est juste des métadonnées qui vont dire, écoute, si tu veux ouvrir le fichier Toto, en fait, le vrai fichier Toto, ce lien, il pointe vers l'endroit où il y a le vrai Toto. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet à plusieurs personnes de travailler sur le même dossier. OK? Et si j'utilise un tien entier, hein, relatif, là, par contre, je fais un clone. Je fais un clone de Toto. C'est-à-dire que Toto, c'est pas un lien qui va pointer vers Toto, c'est une copie conforme de Toto. Mais là, ça veut dire maintenant qu'on a deux utilisateurs qui travaillent sur deux copies différentes de Toto, hein. C'est pas la même chose. Parce que si je fais un lien symbolique, A va pouvoir travailler sur Toto, B va pouvoir travailler sur Toto, A va pouvoir modifier Toto, B va pouvoir modifier Toto. Par contre, si je fais un lien, un vrai lien, qui n'est plus symbolique, ok, là, on a un clone. Donc ça veut dire que l'utilisateur A travaille sur Toto 1, ok, et l'utilisateur B travaille sur Toto 2. Donc l'utilisateur A pourra jamais modifier Toto 2. Il modifiera tout le temps Toto 1. Et vice-versa, l'utilisateur B pourra jamais modifier Toto 1. Il travaillera sur Toto 2. Peu importe où se trouve Toto 1 et Toto 2, hein. Toto 1, le fichier original. Toto 2, le fichier qu'on a cloné, hein, via un lien. Donc il y a deux types de liens. On verra plus tard. Ensuite, on a les M, c'est les offline, mais ça, c'est sous cré. HPUX, on a du N. Le FIFO, hein, vous le verrez souvent, first in, first out, ce qu'on appelle les name pipes, on verra plus tard. S, c'est un socket, ça permet d'établir un canal de communication via le réseau. P, un port ou autre type de fichier. Mais ça va vraiment dépendre en fait des distributions que vous utilisez. Ok? Sous Kali, retenez B, C, fichier normal, directory, lien symbolique. Ça suffira amplement pour débuter. Et S pour socket quand même. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est le dev. Ok? Alors, il y en a plein d'autres, hein. On a quoi? On a ETC qui veut dire etc. etc. C'est où il y a tous les fichiers de configuration en fait, hein. C'est l'équivalent de quoi? Du système 32, hein, de Windows, grosso modo. Donc on a tous les fichiers qui sont stockés au niveau de la configuration. Si vous voulez modifier les réglages de votre Kali Linux, il y a de fortes chances que ça soit dans le répertoire ETC. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a le home, hein, c'est un peu l'accueil, entre guillemets, pour les utilisateurs. Le home qu'on appelle homedir, qui veut dire home directory. Ok? Donc il y a un petit jargon aussi associé, c'est le home. Et là, s'il y a un utilisateur, eh ben, il y aura son nom, c'est Saltimbanque. Si je veux aller dedans, je tape Saltimbanque, j'arrive sur mon répertoire. C'est l'équivalent sous Windows de quoi? De users Saltimbanque. Ni plus ni moins. Et là-dedans, généralement, sous Windows, vous avez quoi? Vous avez documents, hein, vous avez quoi? Vous avez desktop, hein, vous avez quoi? Vous avez téléchargement, hein, etc. On connaît tous nos répertoires. On a images, on a vidéo, hein, etc., etc. Mais là, c'est pareil. C'est pareil. Moi aussi, j'ai un bureau, hein. Moi aussi, j'ai un document. Moi aussi, j'ai musique. Ok? Donc, vous voyez, on copie un petit peu, hein, c'est pas très différent. Ensuite, on a quoi? On a le var. Très important, var, c'est les variables, hein. Les fichiers de longueur variable. Donc, longueur variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement les fichiers de log, hein. Vous savez qu'on a des fichiers journaux que vous utilisiez quoi? Un machine comme un poste client ou comme un comme un serveur, ok? Eh ben, ça va créer des logs, ok? J'ai des logs. Par exemple, je veux quoi? Je vais dans var, j'ai quoi? J'ai log.
Ah bah ouais, j'ai le log. Je vais dans log, là, j'ai toutes mes logs, ok? Et je veux vérifier qu'on n'a pas piraté ma machine. Eh ben, je vais regarder un petit peu. Je vais regarder les cron, et cron et pam, hein. Vérifie quoi que, bah, il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent, hein. Notamment là, si je vois quoi? Si je vois, éventuellement, euh, plus- quelqu'un, hein, qui a essayé de se connecter plusieurs fois avec des erreurs, qu'est-ce que ça peut m'indiquer? Ça peut m'indiquer qu'on est en train d'essayer de brute forcer mon accès, hein, mon compte route, ok? Ou mon compte Saltimbanque, ok? Donc voilà, on a toutes les logs, hein, et de temps en temps, il faut les effacer. Mais vous voyez que voilà, close, là, c'est moi. Aucun souci. Vous avez le redatage, hein. Donc pensez que quand vous piratez une machine Linux, le premier truc que va faire l'administrateur, c'est déjà de regarder le quoi? Auth.log, hein. Auth comme authentification et log comme eh ben, euh, fichier journal dédié à l'authentification. La fail, RO saltimbanque, saltimbanque. Ok? Donc là, il n'y en a eu qu'un. Hein. C'est moi qui me suis trompé. Mais si vous voyez constamment authentification failure, ça peut être une indication que quoi? Que on est en train d'attaquer votre machine. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux piper, là ça va être le meilleur exemple. On peut sous Linux en fait passer plusieurs commandes, hein. Là je passe 4, je veux afficher le fichier d'authentification, l'outlog, et je lui dis grep. Et grep, c'est tu vas me récupérer, hein, une chaîne de caractères qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Authentification Failure. Voilà. Et là, il me sort que les lignes qui concernent, vous voyez en rouge, Authentification Failure. Et là, bah, c'est tout simplement moi qui me trompe quand je rentre mon mot de passe. Ok? Mais vérifiez les heures, hein. Si c'était à 4 heures du matin et que vous n'avez pas utilisé votre ordinateur, bah oui, c'est une trace, un indicateur de compromission, hein. On va commencer ça. D'accord? Donc voilà, je vais pas m'étendre. C'est initiation à Linux, hein, mais vous avez toutes vos logs. Ok? Et c'est pareil, hein, quand vous avez des problèmes pour débugger, vous allez regarder les logs. Ok? J'ai fait quoi? J'ai fait un scan de vulnérabilité avec Linux qui permet d'auditer le Linux, là en l'occurrence le Kali Linux. Ok? Je vais regarder Linux, j'ai mes logs, tous les résultats du programme, de l'audit de sécurité sur mon Kali qui est là-dedans. Ok? J'ai pas les droits, c'est normal parce que c'est extrêmement sensible. Voilà. Ok? J'ai mon dernier scan de vulnérabilité qui m'explique, hein, ce que je devrais faire pour faire du hardening, hein, pour sécuriser mon, mon Linux. Ok? J'ai tous les trucs qu'il a trouvés qui sont sensibles, hein. Linux, on s'en sert pour auditer et pour renforcer la sécurité dans les systèmes. Mais vous pouvez le lancer, hein. Vous pouvez lancer Linux. Linux, vous le lancez, vous voyez, et il va vous dire tous les trucs qu'il faut faire pour auditer votre système et le sécuriser, hein. Donc je peux quoi? Je peux lui dire audit système. Voilà. Et là, il va commencer à scanner et à détecter les failles, hein, les trucs qui sont pas à jour, etc., etc. Donc on s'en sert souvent, hein, lancez-le de temps en temps pour apprendre. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Quand je connaissais pas, bah, j'ai découvert Linux et j'ai découvert que bah, par défaut, votre Linux, c'est comme Windows. Si vous l'administrez pas, il sera pas plus sécurisé qu'un autre système d'exploitation. Si vous apprenez à bien l'administrer, vous verrez que Linux est beaucoup plus sécurisé que Windows. Ok? Encore une fois, ne vous basez pas sur mes vidéos de CTF. Les CTF, on attaque volontairement des machines qui sont mal configurées. Mais dans la vie réelle, hein, il n'y a pas beaucoup d'administrateurs qui en fait font ce qu'il faut. Ça, sécuriser un Linux, ça demande des compétences et connaître parfaitement le fonctionnement en fait, hein, du système d'exploitation. Donc, bah ouais, c'est beaucoup plus facile à la limite pour un débutant de sécuriser un tant soit peu un Windows que de le faire sous Linux.
Hein, donc là, on voit qu'il me trouve des trucs, hein. Il me dit, écoute, regarde, ça c'est en rouge. Tous les trucs en rouge, c'est pas très bon. Et on peut se servir de l'INIS aussi pour faire de la reconnaissance et détecter des failles sur la machine qu'on attaque. Un peu comme l'INPIS et tout ça. Mais généralement, on s'en sert pour, voilà, hein, on va choper tous les avertissements, les trucs en rouge, et on va essayer de corriger les failles. Hein. Chaque fois, vous avez un numéro ensuite, et il vous dit, écoute, va voir tel ou tel article sur Internet pour corriger la faille qu'on a trouvée. Donc l'INIS, c'est vraiment un très bon outil. Hein. Donc, encore une fois, hein, il y a certaines applications ou administrateurs Linux qui font un peu n'importe quoi. Là, je vous ai donné les chemins où les applications sont censées se trouver. Hein. Il peut y avoir également des différences entre les distributions Linux au niveau des emplacements, des éléments, de la structure de répertoire de base, hein, son utilisation, mais le système de fichiers hiérarchique standard qu'on appelle FHS est commun à tous les Linux, hein, et les Unix. C'est ce qu'on appelle le euh, file hierarchy, enfin system file hierarchy standard. Ok, file system hierarchy standard. Je vous mettrai un petit lien. Ok, donc là typiquement, vous voyez, hop, 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 hop. Ah, là il me dit, écoute, tiens, avertissement, hein. Deux responsive name server. Ok, inconnu. Donc là c'est pareil, hein. Hop, vous allez avoir euh, partiellement renforcé. Il faut que ça soit tout le temps renforcé. Ok? Mount option. Donc là, moi, je m'en fous, c'est mon Kali Linux. Je m'en sers pour faire mes petits CTF. C'est pas celui que j'utilise pour auditer, hein. Mais typiquement, celui que j'utilise tous les jours pour le boulot, je fais tout ça, toutes les suggestions. Pourquoi? Pour sécuriser le Kali Linux, parce que par défaut, il n'y est pas. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser à la limite ParrotOS, qui est beaucoup plus sécurisé que Kali. Hein, si vous êtes débutant, il y a plus d'outils, c'est un petit peu plus déroutant au début. Il y a des choses que vous n'avez pas sur Kali, mais ParrotOS est beaucoup plus sécurisé. Enfin, si vous devez utiliser un Linux à la fois pour faire de la bidouille, du hacking, des CTF et vous en servir au quotidien, moi je vous conseille Parrot, qui est beaucoup plus sécurisé. Hein, en tout cas, on parle de hardening, hein, du renforcement. Le hardening, c'est cette technique qu'on utilise, qui est pas propre à Linux, on le fait aussi sous Windows, qui permet de sécuriser le système. Ok?